bien dans son job pour parler de choc émotionnel, de burn-out réactionnel. En fait, on va parler de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui ne sont pas physiques, mais bien psychiques. Et on va le voir avec Émilie Mérigen, avocate en droit social. L'entreprise a beaucoup à faire sur ces sujets. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes un visage familier de la chaîne, on vous a souvent pour des décryptages juridiques. Et là, aujourd'hui, en fait, on s'intéresse à un sujet qui est récent, même si ça fait presque 25 ans déjà que c'est dans la loi à l'échelle française, à l'échelle internationale, plus depuis 2019, je crois, la reconnaissance par l'OMS. Déjà, on va faire simple. Les accidents de travail et les maladies professionnelles psychiques, c'est quoi ? Alors, c'est avant tout des accidents du travail et des maladies professionnelles au sens général du terme, c'est-à-dire des affections qui sont en lien avec le travail. Pour les accidents, il faut un élément soudain, un lien avec le travail évidemment, et puis une pathologie constatée par un médecin. Et pour une maladie, ça doit résulter d'une exposition à un risque dans l'entreprise ou à des conditions de travail. Dans le cadre du travail, donc. Quand il s'agit d'AT-MP, c'est comme ça qu'on les appelle en abréviation, psychique, c'est par exemple une dépression réactionnelle à un harcèlement moral, par exemple, ou un management malveillant. Ça peut être un choc qui est lié à un entretien managérial au cours duquel un salarié s'est fait un petit peu bousculer exactement, et ça va déclencher un accident. Un traumatisme. Exactement. Voilà. Et on peut imaginer très facilement que quand c'est un accident, alors c'est terrible de dire ça, mais quand c'est un accident physique ou une maladie avec une conséquence physique très claire, c'est entre guillemets assez facile à constater, à gérer et facile de réagir. Là, pour le coup, quand c'est un accident ou une maladie psychique, il y a une grande question, c'est est-ce que l'employé, le salarié est vraiment malade ou vraiment en difficulté ? Alors vous avez raison Nicolas, et en réalité il y a même deux questions. Il y a la question de est-ce qu'il est vraiment malade ? Alors ça relève davantage du médecin, évidemment, et je ne suis pas là pour dire que les médecins ne font pas bien leur travail, mais il est clair qu'on peut tout à fait dire à un médecin qu'on ne dort pas la nuit, qu'on a mal au ventre, et c'est extrêmement difficile à objectiver. Et avoir un médecin conciliant ou pas. Exactement. Et puis c'est très difficile à objectiver, clairement, et compte tenu des risques psychiques, parfois certains évoquent des idées suicidaires, les médecins ont sans doute raison de ne pas prendre de risques. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a véritablement une maladie ou un choc ? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est en lien avec le travail ? Et est-ce que l'entreprise, donc, est responsable ? Exactement. Et ça, c'est extrêmement difficile à caractériser, même en considérant que la souffrance est réelle. Est-ce qu'on peut être certain, de manière objective et factuelle, que c'est en lien avec le travail ? Parce que les grandes situations, entre guillemets, qui pourraient provoquer ça, ce seraient des situations de harcèlement. Ça peut être déterminé via une enquête interne. C'est des sujets qu'on a déjà traités dans l'émission. Mais dans des cas, peut-être, où c'est une situation qui est hors sphère professionnelle, qui a des conséquences sur la sphère professionnelle, là, ça devient plus compliqué de savoir si l'employeur est en tort ou pas. C'est très difficile parce qu'on est vraiment dans le vécu subjectif du collaborateur et dans sa manière de réagir à une situation. Et si on faisait des tests en double aveugle, il est très probable que deux collaborateurs placés dans une situation identique ne réagiraient pas pareil. L'un peut se considérer malade suite à cela et l'autre pas. Si on prend un exemple très caricatural, je suis manager, je recadre un salarié parce qu'il ne fait pas bien son travail, je porte ce jour-là un pull violet, le collaborateur sort, fait un malaise. Il va chez le médecin qui déclare un accident de travail comme un choc réactionnel à ce fameux entretien managérial. Il est clair qu'il a entendu des choses désagréables puisque je lui ai dit qu'il ne faisait pas bien son travail. Mais ce que je ne sais pas en tant qu'employeur, c'est que quand il était petit, sa mère lui a annoncé que son père était mort et elle portait un pull violet. Il est depuis traumatisé par le violet. C'est une information inaccessible à l'employeur et qui n'a pas le droit d'y accéder d'ailleurs. Exactement. Et pour autant, dans ce cas totalement inventé, a un impact fort sur le lien de causalité. La souffrance est réelle chez le salarié. Exactement. Et donc là, la grande question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce que peut faire l'entreprise, sachant que le risque pour elle, lui, est bien réel. C'est-à-dire que si la personne est vraiment malade ou si elle est simplement reconnue malade, l'entreprise peut être sanctionnée. Le risque est réel. Depuis 2002, il est écrit dans la loi que l'employeur doit s'assurer de la santé et de la sécurité physique, mais mentale également, c'est la nouveauté de 2002, de ses salariés. Donc oui, le risque est réel.
On ne peut pas tout couvrir parce qu'encore une fois, on est dans du subjectif. En revanche, il est évident que plus on met en place des démarches de prévention, que ce soit de la sensibilisation, la formation des managers est essentielle. Aider les managers à comprendre les salariés qu'ils encadrent, à détecter les signaux faibles, à réaliser quand un salarié est en situation de difficulté et à lui donner des outils pour y réagir, tout ça est essentiel. Et naturellement, quand une situation de souffrance est déclarée, la prendre en compte, c'est indispensable. Avec sérieux. Vous évoquiez tout à l'heure les enquêtes. Quand un harcèlement, par exemple, est signalé, il est indispensable de mettre en place une réaction rapide. Et donc, en gros, le grand conseil, c'est on n'en fait jamais assez en termes de prévention, en fait. Vaut mieux en faire un peu trop en termes de prévention que pas assez, sur le coup. Vous avez tout à fait raison. Et une décision toute récente du 9 avril de la Cour de cassation l'illustre, puisque une salariée qui avait été harcelé avec un harcèlement reconnu, avait recherché la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Donc on parle bien de cela en termes de santé mentale. Et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de faute de l'employeur parce que, à réception de ce signalement, même si le harcèlement était avéré, il avait mis en place tout un tas de démarches, accompagnement RH, suivi renforcé avec la médecine du travail, etc. Il avait fait le maximum qu'il pouvait faire. Et dans ce cas-là, sa responsabilité n'a pas été retenue. Merci beaucoup, Émilie Mérigen, avocate en droit social, pour cet éclairage fort intéressant. Je pense que si on est manager, DRH ou patron, c'est bien d'écouter ce sujet parce que je pense que beaucoup ne sont pas encore armés pour faire face à tout ça. On change radicalement de sujet dans le cercle RH. On va s'intéresser à l'IA. L'IA à des fins de coaching. Est-ce qu'on peut être coaché par une IA ou est-ce que l'humain a encore beaucoup de choses à apprendre à DeepSeek ou ChatGPT? C'est l'objet du cercle RH après le jingle.